Il faut que tu te réorientes toi-même alors que tu es perdu. Ouais. Fait que c'est une expédition, exactement. Vraiment. Puis après ça, tu as décidé quand tu es revenu, tu as décidé de lancer ton entreprise. Ouais. Puis est-ce que c'était pendant ton voyage que tu t'es dit hey, je pense que j'ai le goût de faire ça? Est-ce que tu savais que l'entrepreneuriat, ça existait? Comment c'est arrivé dans ta vie, tout ça? Oui, c'est arrivé pendant ce voyage-là, puis je m'en souviens. Ok. Je me souviens de ce moment-là. J'étais en Afrique, j'étais au Kenya. Puis je marchais, puis j'avais mal aux pieds, j'avais des ampoules sur tous les pieds, puis je marchais sur mes talons. Puis je me souviens, je pensais à la communication. Mhm. Je me souviens, là, j'ai encore l'image, je marchais, puis j'étais comme, je me souviens, peut-être ça va rien dire au monde, mais j'étais comme, dans la communication, il y a 2 trucs. Tu as le contenu, puis tu as la relation. Puis là, je pensais à ça, tu as le contenu, puis tu as la relation. Fait que c'est comme, quelle partie est importante? Puis je pensais à ça, tu sais. Ok. Je veux dire, pas de mais je sais que je me posais ces questions-là, puis je me disais, hey, c'est intéressant, ça, par exemple, tu sais. Puis, très honnêtement, ça a été suffisant pour moi pour dire, mais j'ai une assez bonne raison de mettre quelque chose sur pied si je trouve ça intéressant. OK. Puis si je trouve ça intéressant, d'autres personnes trouvent ça intéressant. Fait que sûrement qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, puis un service à rendre là-dedans. C'est arrivé comme ça, progressivement, de quelque chose qui est petit. Puis ça, je trouve que c'est important de parler de ça parce que souvent, quand on regarde des entrepreneurs ou les gens qui réussissent, tu vois l'accomplissement ou, je dirais, l'impact du succès, OK, mais ce qu'on voit pas, c'est tout le chemin en arrière, puis d'où ça part. Puis ça part jamais d'affaires grandioses. Ça part de choses qui sont minuscules. Et ça, pour moi, c'est fondamental que les gens comprennent que ça part de quelque chose de minuscule. C'est pas gros, c'est des petits instincts, un petit intérêt, une petite curiosité. Mais c'est assez pour dire, là, j'ai une opportunité de pousser ça. Tu peux pas passer à côté. Si ça te touche, ça te fait quelque chose, fais attention, passe pas trop à côté, parce que tu as tout investi ça pour sentir et voir cette petite chose-là, ce petit grain de sable-là. Si tu passes à côté, tu viens de perdre ton temps. Et donc, ça a parti de là, puis je me suis dit, moi, ça m'intéresse la communication. J'avais pas plus de plans que ça. OK. C'était vraiment... La psychologie, je sais que j'aime ça. Je sais que quand les gens se parlent, j'aime ça. Je sais que le non-verbal, ça m'intéresse. Il y a de quoi de fascinant là-dedans. Puis aussi, moi j'avais l'impression que je me suis dit, ben, tant qu'à faire quelque chose, je vais faire quelque chose d'important. Ouais. Fait que là, tant qu'à faire, je vais essayer d'être le meilleur possible dans ça. Puis c'est ça qui m'a donné le goût de dire, OK, mais je vais investir sur moi dans ce cas-là. Mais là, je vais étudier. Je vais lire tout ce que je peux lire. Je vais avoir des diplômes. Je vais ouvrir une compagnie. Je vais prendre des risques. Je sais que j'aime ça. Les gens ont besoin de communiquer. Puis ça m'intéresse. Puis j'ai cette curiosité-là. Puis ça a été pas plus compliqué que ça. C'est intéressant. Parce que souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs que eux... Parce qu'on dirait que des fois, il y a 2 types d'entrepreneurs. Ben, 2. J'englobe ça vraiment là, général, mais des fois, il y a un type que c'est comme je regarde le marché, je regarde une opportunité d'affaires. Une opportunité d'affaires. Puis il y a d'autres personnes qui le regardent en disant j'aime ça, je vais essayer de monétiser qu'est-ce que j'aime. Puis je trouve ça intéressant parce que souvent, on dirait quand ça vient avec plus de la passion, les gens, ils sont prêts à attendre plus longtemps. On dirait qu'ils ont plus une longue patience avant d'arriver à un but. On dirait qu'ils sont plus forts comme au choc puis à toutes les épreuves qui arrivent. OK, je comprends. Plus persévérant, tu veux dire? Plus persévérant quand ça vient d'une passion, on dirait, d'une opportunité d'affaires. Parce que quand tu vois une opportunité d'affaires, tu te dis, bon, ben, ça marche pas, je passe à un autre, tu sais. Puis, tu sais, l'autre fois, on parlait puis tu m'avais dit, si je savais que ça m'aurait pris 15-20 ans à faire ce que je fais aujourd'hui, il n'aurait pas fallu que je le sache, je ne l'aurais pas fait. J'aurais pas fait. Fait que je trouve ça hot que ça soit parti d'une passion, tu sais, de quoi qui t'intéresse, le grain de sable que tu parlais, pour commencer à focusser là-dessus. Puis quand tu as ouvert ça, tu avais quoi, 20, 21, dans ces âges-là à peu près? Comment tu pars une compagnie de communication, d'aider le monde à communiquer quand tu es aussi jeune? Ça, c'est ma question que j'avais depuis le début du podcast. C'est comment le monde va t'écouter quand tu es aussi jeune? Il y a 2 affaires. Si tu veux avoir confiance en toi, aie confiance que tu aimes ce que tu fais. À part ça, tu n'as pas à avoir confiance en rien. Fait que ça c'est un gros piège. Okay? Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, si c'est pas relié à des motivations intrinsèques, tu vas transférer tes attentes en motivation extrinsèque. Mais là, t'es à risque.
Parce que là, ton critère de valeur devient externe. Ça veut dire que là, tu vas avoir le sentiment d'imposteur, tu vas sentir que tu n'es pas assez bon, tu pourras, les gens vont le sentir, ça ne créera pas de valeur. Donc, ta base, c'est qu'il faut que tu aies la certitude que tu aimes ça. Si tu as ça, c'est comme ta bouée de sauvetage. Il n'y a rien... C'est comme tu as l'immunité diplomatique. Si vraiment tu aimes ça, tu es blindé. Si tu n'es pas sûr que tu aimes ça, tu es dans la merde. Ah, c'est intéressant, ça. Fait que les gens, tu sais, quand un entrepreneur réussit, toujours quelqu'un qu'on admire, on dit, ben oui, regarde, c'est parce qu'il a confiance en lui ou en elle. Non, c'est qu'à la base, il était sûr que ça, c'est important pour lui ou pour elle, puis qu'il aime ça. Puis à part, puis il n'a jamais quitté cette passion-là, puis après ça, on a pris de l'expansion. Ça, c'est correct, prendre de l'expansion, mais ton centre, c'est ce que tu aimes. Et les gens qui surfent d'opportunité en opportunité, c'est juste des motivations extrinsèques, puis ils ne réussissent pas à long terme. Qui est souvent l'argent. La plupart du temps. Soit de l'attention, soit de l'argent, soit des ressources collatérales, soit un paquet de régulateurs externes. OK. Puis comment ça se passait concrètement, l'évolution de ton entreprise? Quand t'étais où? T'étais avec qui? Comment ça se passait? J'ai créé Psychom avec une autre psychologue qui était un peu excentrique. OK. Et moi, je donnais des cours de natation pour gagner ma vie pendant que j'étais un athlète. Puis j'y donnais des cours de natation. Puis là, on parlait de communication. Elle aimait ça, tu sais. Puis je sais pas ce qui a passé par la tête, mais on se dit, hey, on se passe-tu quelque chose, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont un peu improbables, tu sais. Une femme de 56 ans s'associer à un gars de 19 ans. Puis il n'y avait rien de sexuel là-dedans. Ça n'avait pas rapport avec ça du tout. C'était vraiment l'intérêt de la psychologie puis de la communication. Puis je me souviens, j'étais allé à son bureau un moment donné. Elle dit, bon, mais là, va falloir que, tu lises un petit peu, là, tu comprends, parce qu'on a des niveaux inégaux d'expérience et de connaissances. Puis je me souviens, elle m'avait donné comme une pile, d'épais de livres. Puis j'avais fait comme, ben, parfait, on va commencer avec ça. Fait que part avec ça, puis je les ai toutes lues. Puis pendant 8 ans, on s'est réunis à tous les dimanches pour réfléchir ensemble. C'était une fois par semaine, on passait 8 à 10 heures à réfléchir sur la science, sur la communication, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les gens, qu'est-ce que la science démontre, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est pas crédible. Fait qu'on désignait puis on réfléchissait. Puis pendant tout ce temps-là, est-ce que vous avez des clients ou non? Au début, non. Au début, non, mais après... peut-être 2-3 ans, on s'est dit, mais là, on va se partir un groupe. OK? On va se partir un groupe de formation. J'avais comme peut-être 23 ans. Puis... Puis là, on désignait nos formations. Là, je me souviens, c'était un Psychom 1. Comme ce qui existe encore dans ma compagnie en ce moment. T'as filmé le workshop. Là, tu sais c'est quoi? Alors ça, là, ça a parti quand j'avais 22-23 ans. C'était déjà axé là-dessus, sur les comportements, 100%. La communication. Mais les connaissances que tu avais, parce que là, tu as un doctorat, mais à ce moment-là, est-ce que tu disais les mêmes choses que tu dis en ce moment? Ça doit pas tant. C'est une bonne question. Je suis surpris à quel point j'avais un bon instinct jeune. C'est-à-dire, tu sais, quand tu aimes vraiment quelque chose, tu y penses sans arrêt, puis tu essaies de trouver c'est quoi la vérité là-dedans, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui marche pas, pourquoi. Puis j'ai un esprit qui est assez analytique, puis je suis quand même bon pour décortiquer des variables intangibles, si je peux dire, OK? Puis aussi, je suis un bon prof, j'ai un certain talent interpersonnel, fait que je sais comment bien enseigner, parce que je sais qu'est-ce que la personne en face de moi elle a besoin pour bouger ou prendre une décision, avoir de l'énergie. Fait que je me dis, OK, mettons que la personne, elle veut mieux s'exprimer puis avoir plus confiance en elle quand elle exprime une idée, OK? Mais pourquoi qu'elle n'a pas confiance en elle? Pourquoi qu'elle se sent pas bien? Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? À quoi elle doit jouer? Donc, je me suis toujours mis à la place des gens. C'est comme, de quoi cette personne-là a besoin? Pas, qu'est-ce que je pense qui est bon? C'est pas, la réponse n'est pas dans toi, elle est dans l'autre. Casse-toi la tête à te mettre à la place de ton interlocuteur. Puis c'est ton interlocuteur qui va te donner la réponse. Donc,
j'ai tout le temps pensé à ça, puis c'était ça ma force, l'enseignement. Puis la force de ma partenaire, elle avait plus d'expérience, je dirais, scientifique, puis clinique, puis d'expérience de vie, puis théorique. Mais elle était plus dans les connaissances, puis la science. Okay. Mais moi, j'avais l'instinct de ça, on peut pas le montrer comme ça. Fait que c'est moi qui désignais les exercices, puis elle était un petit peu plus sur le théorique. Okay. Fait qu'on on distribuait un peu nos expertises comme ça. Fait que moi, je désignais les exercices, puis elle disait là, parce qu'au début, quand on a commencé, la plupart des gens sont obsédés par l'expression puis l'affirmation personnelle. Ce qui est logique, parce que c'est comme ça que tu dis ce que tu penses, c'est comme ça que tu influences les autres. Puis les gens ont tendance à être plus agréables, surtout les gens qui ont un neuroticisme très élevé, qui sont plus dépendants des autres, donc ils ne s'expriment pas. Donc, ils s'adaptent aux autres. Fait que là, ils veulent travailler l'expression. Je comprends. Mais pour une personne qui part de là, ça va être difficile de dire quelque chose qui ne plaira pas à l'interlocuteur parce que leur cerveau est en mode adaptation sans arrêt. Fait qu'ils filtrent au fur et à mesure qu'ils parlent pour adapter en fonction des réponses émotionnelles qu'ils détectent dans le visage de l'autre. Donc, OK. Donc, les gens veulent s'exprimer. Mais comment tu montres l'expression? OK, mettons qu'on dit on fait un workshop sur l'expression. Qu'est-ce que tu montres? Aie confiance en toi, saute dans les airs, fâche-toi, prépare ton texte d'avance. Ça ne marchera pas. Dans la vraie vie, ça ne marche pas. Puis, ça a été intéressant de s'apercevoir à quel point c'est pas si facile que ça, aider une personne à s'exprimer. C'est pas en disant, mais comme let's go, dis ce que tu penses. Dis tout simplement ce que tu penses. Le monde ne le font pas. C'est incroyable. Je ne sais pas si les gens réalisent à quel point les gens ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent. Ils savent pas vraiment. C'est pas vraiment identifié en mots, leur opinion est pas claire, puis ils savent qu'ils veulent pas déplaire. Fait que non seulement leur contenu, ils l'aiment pas, il est pas clair, puis ils ont surtout peur de déplaire. Fait que le cerveau, il fait le calcul qu'il y a beaucoup plus de pertes que de gains. Donc, soit tu renforces ce que l'autre dit, ou soit tu parles juste pas. Fait que, OK, mais qu'est-ce que tu fais pour résoudre ça? C'est que tu pars pas avec l'expression. Tu pars avec des habiletés d'écoute. Donc, la plupart des gens qui veulent mieux s'exprimer, faut pas que tu leur montres à s'exprimer mieux. Faut que tu leur montres à écouter mieux. Fait que là, ça a été le nerf de la guerre, je pense, que de distinguer psychom. C'est-à-dire, même si tu veux t'exprimer, ne t'exprime pas tout de suite. Apprends à écouter en premier, puis parce que des mécanismes d'écoute vont pouvoir s'appliquer à toi-même puis s'appliquer à l'interlocuteur. Si tu t'écoutes mieux, tu vas savoir exactement ce que tu veux dire. Mieux, en tout cas. Donc, je me souviens, les premiers workshops qu'on faisait, il y avait genre 3-4 personnes, puis la moitié cancellaient. On se retrouvait 2 dans le workshop. Je faisais ça dans une salle d'attente d'une clinique en psychologie. Puis ça me coûtait plus cher louer la salle d'attente que ce que ça me rapportait. Fait que je payais 400$ de ma poche pour pouvoir faire le workshop. Puis c'était avec des gens qui souffraient, là, qui étaient en psychothérapie, puis qui avaient des problèmes cliniques, tout ça. Puis de ce monde-là, ils sortaient de où? Est-ce que c'était du marketing? Non, c'était des clients de ma collègue. Ah, OK, je comprends. Fait qu'elle, elle disait, regarde, moi, j'en ai des clients que, à un moment donné, je peux plus rien faire avec eux autres. Faut qu'ils puissent s'exprimer. Sinon, tout ce qu'on travaille en thérapie individuelle, ça va rester entre 4 murs. Donc, le problème, c'est la communication. Fait que le deal, c'est comme, OK, trouve des clients, moi, je vais te runner. Je vais rouler le workshop, puis toi, tu vas être là pour superviser parce que c'est tes clients, puis tu as comme un droit de regard clinique là-dedans. OK? Parce que tu comme au niveau de... Non, c'est ça. C'est elle qui a l'autorité. Donc, on a fait ça comme ça. Et donc, mais tu sais, des clients qui souffrent de différentes pathologies, c'est pas super fiable. Ça veut dire que même si t'en book 4, t'en as 2 qui vont canceller la veille parce que là, ils ne filent plus, parce que là, ils pleurent, parce que là, ils se sont pas levés, parce qu'ils ont changé d'idée, puis ils doutent, puis ils sont plus fonctionnels. Puis... Fait que ça a été une clientèle qui a été vraiment délicate. Mais ça a été un bon exercice pour dire, il faut vraiment que tu écoutes. Il faut vraiment, moi, mettons, comme intervenant, il faut que je sache exactement ce qui se passe dans une personne parce que une des règles en psychologie, c'est qu'il ne faut jamais que tu fasses du mal à un client. Fait que même si tu essaies de l'aider, ça ne veut pas dire que ça va l'aider. Donc, ça veut dire que tu dois être sûr que ton approche ou ton intervention, au pire, n'aura pas d'impact. Je comprends. Fait que comment tu fais pour faire ça? Parce que, je te donne un exemple. Beaucoup de gens cliniques souffrent d'anxiété sociale. Comment tu fais pour pas les fucker plus? Le seul fait qu'ils se retrouvent devant un groupe, puis tu leur dis « Allô, comment ça va ce matin? » Puis il faut qu'ils te répondent devant 3 personnes.
il y a une attaque de panique qui peut te popper d'en face juste là. Je comprends. Comment tu fais pour pas les blesser plus? C'est pas si simple que ça. Donc, les choses qu'on considère simples, comme de l'expression, on partait à moins 50 avec eux autres. Fait que moi qui voulais bâtir un atelier de haute communication, le « Allô, comment ça va? » On est à un niveau sous 0. C'est ça, j'allais dire, même pas 1. Là. Même pas 1. Mais ça a été vraiment bon parce que ça l'a appris... ça m'a appris à être extrêmement humble face au développement humain, puis de me rendre compte que, un humain, là, tu peux pas le faire bouger comme tu veux. Ouais. Ça peut faire des grandes choses, mais il y a un rythme à avoir, sinon tu vas blesser la personne. Et ça, c'est illégal, c'est pas éthique. Tu peux pas faire ça, parce que les personnes sont là, ils te payent, puis ils te font confiance pour les aider. Fait que c'est comme, comment tu fais pour être sûr que tu leur nuis pas? Ne serait-ce que de savoir si tu leur nuis pas est une expertise en soi. Donc, il ne suffit pas de vouloir aider une personne. Il faut que tu puisses peser les risques. Et je pense que ça a été la force de la collaboration avec la psychologue avec qui je travaillais, parce qu'elle disait, ça, c'est trop dur. Je commence, c'est pas trop dur. Elle dit, je te le dis, c'est trop dur pour cette personne-là. Donc, le niveau de difficulté, pour moi, ça a été la grande révélation du début de ces formations-là, de dire, ne sous-estime pas ce que tu vas exiger de la personne en face. Tu ne réalises pas ce que son cerveau doit faire. Et ça, pour moi, ça a développé une empathie x50